Bonjour, regardons ensemble la fiche de synthèse du chapitre 14, Transfert thermique d'énergie. Que faut-il retenir dans ce chapitre? Tout d'abord, l'énergie interne d'un système. Comment est-elle définie? C'est la somme des énergies cinétiques de toutes les particules qui le constituent, et des énergies potentielles dues aux interactions des particules entre elles. C'est donc une énergie d'origine microscopique. L'énergie totale du système est donc égale alors à la somme de l'énergie mécanique plus de l'énergie interne grand U. On ne sait pas calculer l'énergie interne, par contre, on saura calculer les variations d'énergie interne. Il faut connaître la formule M fois C fois delta T, M fois C fois T2 moins T1. Delta T représente donc la variation de température du système. Du point de vue des unités, la variation d'énergie interne s'exprime en joules, la masse en kilogrammes, la variation de température en degrés Celsius ou en Kelvin, et C, la capacité thermique massique en joules, kilogramme moins 1, degrés Celsius moins 1. C caractérise la matière que l'on chauffe, c'est la capacité thermique massique, elle dépend du corps que l'on va chauffer, elle correspond à la quantité d'énergie à fournir pour élever l'unité de masse de matière de 1 degré. La variation de température peut indifféremment s'exprimer en degrés Celsius ou en Kelvin, puisque ces deux échelles sont juste décalées de 273 degrés. La capacité thermique massique est parfois utilisée. Elle est égale au produit petit m fois petit c. Dans cette partie, nous allons voir comment faire le bilan d'énergie d'un système, le travail, noté W, et le transfert thermique, noté Q, sont les deux modes de transfert d'énergie. Donc si l'énergie totale d'un système varie, c'est qu'il y a eu des transferts d'énergie, soit par travail, soit par transfert thermique. Delta E total égale W plus Q. Faire le bilan d'énergie d'un système consistera donc à faire la somme algébrique des transferts thermiques Q et des travaux W échangés avec l'extérieur. On utilise les conventions du banquier. On compte positivement les transferts énergétiques s'ils sont reçus et négativement s'ils sont cédés. Les moteurs thermiques, les réfrigérateurs, les pompes à chaleur sont des machines thermiques dites dithermes. On les a rencontrées dans l'activité numéro 2 du chapitre. Elles effectuent des transferts thermiques QC et QF respectivement avec une source chaude et avec une source froide, et elles échangent un travail W avec le milieu extérieur. Ce sont des machines cycliques. La variation d'énergie totale du fluide moteur ou réfrigérant est nulle au cours d'un cycle, ce qui permettra d'écrire que la variation d'énergie totale pour ce type de machine est égale à W plus QC plus QF égale 0. Les transferts par travail, on distingue deux catégories, travail mécanique, travail électrique. Travail mécanique tout d'abord. C'est le cas où le système est soumis à une force dont le point d'application se déplace. C'est ce que nous avions vu au chapitre 8. Comment est-il défini? C'est le produit scalaire du vecteur force par le vecteur déplacement, du point d'application de cette force, donc F fois D fois le cosinus de l'angle entre le vecteur F et le vecteur déplacement. Du point de vue des unités, le travail s'exprime en joules, force en newton, AB en mètres. Regardons maintenant le cas du travail électrique. On avait vu le cas de la résistance électrique d'un bain-marie. Le travail électrique donc se calcule par la relation P fois delta T. P représente la puissance, le travail en joules, la puissance en watts et delta T en secondes. Comment s'effectuent les transferts thermiques? Il y a trois modes de transfert thermique qu'il faut connaître, savoir nommer et décrire. Tout d'abord, le transfert thermique par conduction. Comme c'est symbolisé sur le schéma, l'agitation thermique se transmet de proche en proche dans la matière, mais sans déplacement d'ensemble de celle-ci. Les atomes s'agitent, mais gardent la même position moyenne. Le transfert thermique s'effectue de la zone la plus chaude vers la zone la plus froide, et cesse quand la température est homogène. La conduction se produit d'autant plus efficacement que le milieu est dense.
La conductivité thermique des solides est supérieure à celle des gaz. On l'avait vu dans l'activité numéro 2, l'air est un bon isolant. Convection. L'agitation thermique se transmet par un déplacement d'ensemble de la matière. La zone la plus chaude, ici le fond de la casserole, va être moins dense que la zone froide à cause du phénomène de dilatation. Donc l'eau va remonter à la surface, se refroidir et puis devenir plus dense et replonger au fond de la casserole. Elle ne se produit que dans les fluides. Dernier mode de transfert thermique, le transfert thermique par rayonnement. L'absorption ou l'émission d'un rayonnement électromagnétique modifie l'agitation thermique. C'est l'exemple ici du four à micro-ondes. Ce mode de transfert thermique s'effectue même dans le vide, à la différence des deux premiers, conduction ou convection, qui ne peuvent se produire que dans des milieux matériels. Flux thermique, 3 relations à savoir exploiter. Elles ne sont pas mémorisées car elles seront rappelées dans les sujets. Alors, dans une habitation chauffée l'hiver, il se produit un transfert thermique de l'intérieur de la maison vers l'extérieur, du corps chaud vers le corps froid. Le corps froid reçoit de la chaleur tandis que le corps chaud en cède. Les transferts thermiques tendent en fait à rendre homogènes les températures. Ce transfert thermique va être caractérisé par un flux thermique qui caractérise la vitesse du transfert thermique pendant la durée ΔT. Donc il est défini par cette relation-ci. Le flux thermique est égal au quotient du transfert thermique en joules divisé par la durée du transfert, du point de vue des unités. Le flux thermique, c'est la vitesse à laquelle s'effectue le transfert thermique. C'est des joules seconde moins 1, c'est-à-dire des watts. On va parler maintenant isolation thermique. Une habitation est bien isolée si les matériaux qui la constituent assurent un faible flux thermique, permettant ainsi de ralentir les transferts thermiques avec l'extérieur. Si on coupe le chauffage d'une habitation l'hiver, sa température va baisser d'autant plus rapidement que la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur est importante et que les murs sont mal isolés. Le flux thermique phi dépend donc du matériau utilisé et de la différence de température ΔT entre les deux faces de la paroi. Donc, on peut ainsi comprendre cette relation-là. Le flux thermique va être d'autant plus grand que la différence de température va être importante, donc on met ΔT au numérateur, et plus la résistance thermique des murs va être importante, plus ce flux thermique va être faible. D'où la relation phi égale ΔT sur R, où R est la résistance thermique. Du point de vue des unités, le flux thermique s'exprime en watts, ΔT est en Kelvin, d'où une résistance thermique en Kelvin, watt-1. Un bon matériau isolant va avoir une résistance thermique importante. Il va permettre de réduire le flux thermique de l'habitation. Pour une paroi plane, la résistance thermique R dépend de 3 paramètres. De l'épaisseur de la paroi, de la surface grand S de la paroi et de la conductivité thermique lambda du matériau utilisé. Alors, plus la paroi va être fine, moins l'habitation va être correctement isolée. Donc plus la résistance thermique va être faible. Plus il va y avoir une grande surface, plus les flux thermiques seront importants, donc plus la surface est petite, mieux l'habitation sera isolée, donc plus la résistance thermique sera grande. Et de la conductivité thermique lambda du matériau, plus lambda est faible, plus R sera grand. Ce qui est cohérent avec la relation R égale E sur lambda S, avec les unités qui sont précisées à côté. Alors l'illustration ici avec des manchots permet d'illustrer l'effet de la surface S. Les manchots ici se regroupent les uns contre les autres pour minimiser la surface du groupe avec l'extérieur et ainsi minimiser les transferts thermiques d'énergie vers l'extérieur. Cette animation va permettre de simuler le flux thermique à travers une paroi. Donc ici nous avons une paroi de 20 cm d'épaisseur, c'est un mur en briques, et les formules du cours permettent de calculer un flux thermique de 2200 watts entre l'intérieur de la maison et l'extérieur. L'intérieur où la température est de 21 degrés Celsius et l'extérieur où la température est de 10 degrés Celsius. On voit que le flux thermique se fait de l'intérieur vers l'extérieur de la maison, du corps chaud vers le corps froid. On peut voir tout d'abord l'influence de l'épaisseur de la paroi.
plus l'épaisseur des murs va être grande, plus le flux thermique est faible. L'influence aussi de la surface de la paroi, plus la surface va être petite, plus le flux thermique est réduit, plus les transferts thermiques vont être réduits. Réciproquement, plus les surfaces sont grandes, plus le flux thermique va être important. Le flux thermique dépend aussi de la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. Plus il va faire froid l'hiver, plus la température extérieure va être basse, plus ce flux thermique va être grand, puisque la différence de température va augmenter. On peut voir aussi que diminuer la température intérieure de quelques degrés va permettre de réduire le flux thermique de façon importante. Vous voyez, en réduisant la température de 1 ou 2 degrés, le flux thermique diminue de façon conséquente et permet ainsi de réaliser des économies d'énergie. On peut améliorer l'isolation en rajoutant des couches d'isolant. Donc ici, je prends un mur, cette fois-ci avec deux parois. La première paroi, donc c'est toujours de la brique. La deuxième paroi, c'est de la laine de verre. Et en fait, vous voyez que le flux thermique a été nettement réduit. La résistance thermique du mur va être égale à la somme des résistances thermiques de la brique et de la laine de verre. Je peux rajouter même une troisième paroi, par exemple, un mur en plâtre. Et à ce moment-là, la résistance thermique du mur va être égale à la résistance thermique de la brique, plus la résistance thermique de la laine de verre, plus la résistance thermique de la paroi en plâtre.